Si tout le monde savait comment ces pays fonctionnent réellement, ce seraient des parias dans le monde entier. La diplomatie du caviar est une stratégie utilisée par des dictateurs. C'est une technique bien définie, éprouvée à maintes reprises. En Asie centrale, autour de la mer Caspienne. Ces riches kleptocrates achètent de l'influence. Et cela se fait via ces tentacules, via cet argent déversé en Occident à des politiciens, des artistes. Et c'est ainsi qu'ils maintiennent leur pouvoir. Ils ont besoin de cette diplomatie du caviar pour éviter des sanctions internationales. Je ne suis pas surpris s'il y a de la corruption dans une dictature. Je suis surpris si cette corruption implique des membres du Parlement allemand ou français. Ce que l'on a découvert est si énorme. Ce qu'on ne réalise pas en Occident, c'est que cela va nous revenir en pleine figure, violemment. Nos institutions démocratiques sont vulnérables. Et cela devrait tous nous inquiéter. Le gouvernement azerbaïdjanais voulait m'arrêter. Tout le monde était à mes trousses. J'ai décidé d'aller à l'ambassade de Suisse et de demander l'asile temporaire. Ce fut le jour le plus dur et le plus intense de ma vie. Autour de l'ambassade, il y avait une dizaine de personnes en civil. Elles faisaient semblant d'être des habitants du quartier, en train de boire du thé devant leur porte, de jouer au domino. C'étaient des agents des services secrets. Je m'étais laissé pousser la barbe, colorer les cheveux en blond. Et pour devenir méconnaissable, j'avais mis des lentilles de couleur bleue. Je savais que si je paniquais, ils me reconnaîtraient immédiatement. Quand je me suis approché de la porte, le garde de l'ambassade m'a demandé qui j'étais. La première chose qui m'est venue à l'esprit était Alex et le nom de famille, Irminger. En attendant le consul, les agents des services secrets ont dit aux gardes en Azérie de me demander mon passeport. Je comprenais ce qu'ils disaient. Ils se doutaient de quelque chose. J'ai dit en anglais que mon passeport était au consulat et que j'allais sortir dans 5 minutes pour le leur montrer. Et je suis entré. Je m'appelle Emin Hüseyinov. Je suis journaliste et défenseur des droits de l'homme. L'impunité persistante pour les crimes commis contre les journalistes m'a conduit à créer l'Institut pour la liberté et la sécurité des reporters. Avec pour mission de protéger les journalistes qui prennent de grands risques, comme Khadija Ismailova.
Je vis en exil depuis les 5 dernières années. J'ai perdu ma nationalité à cause de mon travail. Un an, jour pour jour après mon évasion, notre ami et collègue Rassim Aliyev a été battu dans la rue à Bakou. Voici Rassim, avec les lunettes de soleil, le petit. Et regardez ce qui se passe. Ils l'ont battu. 1, 2, 3, 4, 5. Nous pensons que c'est un acte de vengeance envers Rassim et moi-même, car il m'a aidé à fuir. Au cours des 18 ans de règne d'Ilham Aliyev, personne n'a été capable d'échapper à ses mains. Rassim a réussi à aller à l'hôpital. Mais il est mort quelques heures plus tard. La police a dit que c'était de simples hooligans qui l'avaient attaqué. Mais cela ressemble à un meurtre politique, très bien organisé. À ce moment-là, j'ai su que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que le monde arrête de fermer les yeux sur cette situation. Khadija me manque. Cela fait 1 an qu'elle est en prison et j'ai l'impression que cela en fait 5. On a toujours vécu ensemble. Mais Khadija m'a dit « Maman, sois forte. Ils ne me laisseront pas sortir. » Notre justice travaille pour ceux qui sont au pouvoir, pas pour le peuple. C'est incroyablement dur de voir sa fille emprisonnée, injustement, sans savoir quand elle sera libérée. Sa mère ne savait pas si elle vivrait assez longtemps pour la voir à nouveau libre. Khadija həm də oxuyurdu. Səsi çox qəşəng səsi var idi. Klasik mahnıları oxuyurdu. Beaucoup de gens souffraient à ce moment-là en Azerbaïdjan, alors que le gouvernement continuait de bénéficier d'une bonne image en Occident. C'était une sorte d'énigme. Le rapport Strasser avait été rejeté par le Conseil de l'Europe. Le scrutin est ouvert sur le suivi de la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Alors, le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le projet de résolution n'est pas adopté. Et personne ne savait pourquoi. Quelle en était la raison? Il s'est avéré que nous avons découvert exactement pourquoi. My name is Arif Mamadov. Je m'appelle Arif Mamadov. Je suis un ancien diplomate azerbaïdjanais de haut rang.
Entre 2000 et 2006, j'ai été ambassadeur de l'Azerbaïdjan auprès de l'Union européenne. Et entre 2007 et 2012, j'ai été ambassadeur de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe. Ce que j'ai vu et entendu était du lobbying sale. De l'argent donné en cash secrètement dans les hôtels. Des montres, des smartphones, notamment des smartphones Vertu, une marque de luxe. De nombreux politiciens, des politiciens européens de haut niveau recevaient du cash chaque mois pour du sale boulot. Pour fermer les yeux sur des violations, sur de l'injustice, sur ce contre quoi l'Europe se bat. J'ai décidé de parler car j'aime mon peuple. Je me disais, c'est ignoble. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un pays où ils pouvaient être attaqués à tout moment. Avant que je ne commence à en parler, l'Europe essayait de cacher cela. Mais quand je suis apparu en tant que diplomate azerbaïdjanais de haut rang, et que j'ai commencé à dire ce que je savais, cela a aidé ceux qui cherchaient la vérité. C'était un élément important. Ce qu'il manquait, c'était un lanceur d'alerte, quelqu'un de l'intérieur. Arif Mammadov était ambassadeur de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe. Et bien sûr, il a tout vu. Il a décidé de s'exprimer publiquement et a expliqué aux médias que la diplomatie du caviar n'est pas vraiment une question de caviar. C'est un symbole. La vraie richesse utilisée pour corrompre les gens, c'est l'argent. À partir de 2010, le régime a décidé de mettre en place une structure parallèle, un instrument de lobbying infiltré au cœur du Conseil de l'Europe. Ils ont décidé de confier cette mission à Elkan Suleymanov. Elkan Suleymanov était membre du Parlement en Azerbaïdjan et un membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Tout le monde dans la délégation azerbaïdjanaise savait que 30 millions d'euros avaient été alloués à Elkan Suleymanov pour corrompre les politiciens européens. Parce que j'ai commencé à révéler la vérité sur la corruption au Conseil de l'Europe, j'ai reçu des appels qui disaient « On va te détruire, bâtard. Tu vas voir ce qu'on va te faire. » J'étais surtout inquiet pour ma fille. Pour cette raison, je montais toujours avant les autres dans la voiture pour démarrer le moteur, pour qu'en cas d'explosion, rien n'arrive à ma famille. Puis, quelque chose s'est passé.
La justice italienne a ouvert une enquête sur un membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a joué un rôle clé dans le vote sur les prisonniers politiques. Pour le groupe du Parti populaire européen, Monsieur Volonté, vous avez la parole. Nessuno di noi, né chi è a favore del rapporto Strasser, né chi come me è invece contrario. C'était un conservateur italien, Luca Volonté. Lorsque je travaillais sur mon rapport, Luca Volonté était le président du groupe des conservateurs européens au Conseil de l'Europe. Caro Presidenti, I'm Luca Volonté. I was chair of the APP group in the Council of Europe. We work a lot in the last 10 years with the other members of the parliament from many different parties, from many different religion groups, defending and promoting our human life. Quand il est arrivé à la présidence de ce groupe, les voix se sont élevées, de plus en plus fort contre mon rapport. C'était un changement très clair. Lorsque le débat sur le rapport était en cours, j'ai toujours entendu que Luca Volonté essayait d'influencer son groupe politique pour voter contre. Les procureurs, alertés par l'organisme de surveillance bancaire, ont découvert que de l'argent avait été transféré sur le compte de Luca Volonté. En 2012, 2013, 2014, d'énormes sommes, 2 millions d'euros, à travers des circuits étranges, via les îles Marshall. Et il est devenu clair que l'argent venait d'un membre de l'Assemblée parlementaire à Strasbourg, Elkan Suleymanov, un député azerbaïdjanais. Un autre membre de l'Assemblée payait Luca Volonté des millions au moment du rapport sur les prisonniers politiques. La police a alors fait une perquisition dans les bureaux de Luca Volonté. Et elle a trouvé des emails entre Volonté et ce membre de l'Assemblée, Elkan Suleymanov. Et ces emails sont incroyables. Au lendemain du vote sur le rapport, Luca Volonté a écrit à M. Suleymanov. « Bonjour, m'avez-vous oublié après votre victoire ?» Puis, M. Suleymanov répond une semaine plus tard. « Mon cher ami, je suis sûr que vous serez à nouveau surpris par le respect que nous avons pour vous. Je suis votre ami dévoué pour toujours. » Cela me semble très clair. C'était service contre service. Vous avez gagné, je vous ai aidé à bloquer ce rapport, mais je suis là. N'oubliez pas l'argent que vous m'avez promis. Et l'argent est arrivé. Et on découvre qu'un membre d'un grand parti politique italien écrit à un parlementaire azerbaïdjanais comme s'il était son serviteur. Je suis à votre service, demandez-moi ce que vous voulez. Avant le vote, il y a un email de M. Volonté qui dit « Nous devons trouver des amis pour le débat. » Et désigner une personne pour chaque groupe politique. Pourquoi stigmatiser uniquement Azerbaïdjan? Ils doivent souligner leur opposition au rapport Strasser. No puedo votar el informe de mi colega, señora Strasser. Tout était contrôlé par l'Azerbaïdjan. Le régime corrompu a gagné.
Le peuple, lui, a perdu. L'argent de la corruption est de l'argent volé aux citoyens. Cet argent est censé être utilisé pour les infrastructures, pour les brigades de pompiers, pour construire des ponts. Le peuple d'Azerbaïdjan n'imagine pas à quel point la famille régnante a un train de vie luxueux. Je les suis personnellement depuis les 5 dernières années. Avec un simple logiciel, je peux traquer leurs yachts et leurs avions. Voici le yacht qu'utilise notre président. Nous l'avons suivi avec un drone. Ils viennent se reposer en famille en mer Méditerranée. Voici le fils d'Ilham Aliyev, en rouge. C'est notre yacht, car il a été acheté avec l'argent du contribuable. Et sans honte, ils l'utilisent comme leur propriété privée. Là, c'est moi. Et ils font la même chose avec les avions. Regardez, voici le président, Ilham Aliyev. Vous voyez son visage, il vient d'atterrir sur la Côte d'Azur et il part à Saint-Tropez. À cause de la diplomatie du caviar, les gouvernements en Europe laissent faire. La famille régnante achète même des propriétés en Europe avec l'argent volé à notre peuple. Nous devons expliquer aux gens que c'est injuste. Je me souviens, nous regardions les images en direct. Nous pleurions tous. L'une des raisons pour lesquelles Khadija a été libérée est sa mère. Et sa détermination à défendre sa cause. Sa santé se détériorait. C'était une femme âgée. Mais son esprit et son combat pour sa fille la maintenaient en vie et lui donnaient la force de continuer. Khadija nous a appelés. Nous avons parlé au téléphone. You've been doing great job, guys. Thank you for all investigations. Je me souviens. Cela me met les larmes aux yeux. Khadija était libre. Elle avait l'air plus en forme que jamais. Regarding my plans for journalism, I'm going to continue my investigation. It's the job I like. Puis il y a eu une avancée majeure. Le cas de Luca Volonté avait déjà été révélé. Mais nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas seulement de Luca Volonté.
mais d'un certain nombre d'autres parlementaires européens. En France, en Belgique, en Allemagne. À la fin du printemps 2017, une journaliste du quotidien danois Berlingske m'a appelé et m'a dit « Paul, j'ai mis la main sur des données incroyables, des documents bancaires transmis par une source. Il s'agissait de 4 sociétés britanniques, toutes avec un compte dans une filiale estonienne de la banque danoise Danske Bank. Il y avait 16 000 transactions financières en tout. Certaines d'entre elles venaient d'Azerbaïdjan via ces comptes en banque obscurs. Il s'agissait clairement d'un landromat. Les landromats sont des opérations massives de blanchiment d'argent qui sont apparues à l'époque soviétique. C'est un circuit de comptes en banque, de sociétés offshore, d'hommes de paille. Elles sont conçues pour rendre anonymes les utilisateurs du système bancaire. Et dans ce cas, les utilisateurs étaient des criminels, des politiciens corrompus et des hommes d'affaires. On a commencé à travailler sur les données. Nous avons été surpris de trouver le nom d'un autre politicien. Un ancien politicien très influent au Conseil de l'Europe et au Parlement allemand. Eduard Lindner. Un politicien conservateur très respecté en Allemagne. Son nom était là, avec les montants reçus juste à côté, ceux avec lesquels il avait été payé. Entre 2012 et 2014, il a reçu 1,1 million de dollars à travers le landromat azerbaïdjanais. En creusant davantage, on a découvert qu'Eduard Lindner dirigeait des missions d'observation des élections en Azerbaïdjan. Et c'était hallucinant, car on pouvait voir que l'argent lui avait été versé juste au moment de ces élections. Comment aurait-il pu être un observateur impartial du scrutin, avec son équipe, alors qu'il recevait de l'argent du régime, de personnes qui organisaient ces élections? Pour bien comprendre à quel point cette opération de corruption détruisait scandaleusement nos valeurs profondes, il faut se pencher sur le cas de l'observation des élections. Car après 20 ans d'expérience de surveillance d'élections, nous devrions être capables d'envoyer une équipe d'observateurs afin de dire si des élections sont libres et équitables ou s'il s'agit d'une farce. Mais ce qu'il s'est passé ces dernières années est que les gouvernements qui veulent manipuler les élections ont découvert qu'ils voulaient aussi des observateurs qui disent que leurs élections sont libres et équitables. Car alors comment pourrait-on les critiquer ? J'ai observé de nombreuses élections pour l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans les pays de l'ex-URSS, en Asie centrale. C'est quasiment une tradition qui date de l'époque soviétique. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie. On voit des avions entiers remplis de membres d'ONG, de parlementaires qui sont acheminés pour supporter et applaudir quiconque organise une élection. En 2013,
j'ai été recrutée pour mener une mission d'observation de l'élection présidentielle en Azerbaïdjan. Dans les tout derniers jours avant les élections, de nombreux étrangers sont arrivés. Un nombre surprenant de groupes d'observateurs dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Il y avait un nombre considérable d'Allemands. Je n'ai jamais rencontré Eduard Lindner, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui lorsque j'étais en Azerbaïdjan. Car il s'est avéré qu'il était le fondateur d'une ONG allemande qui finançait une mission comprenant des membres du Parlement allemand. Et ils étaient accueillis dans des conditions très luxueuses. Ils étaient dans de bien meilleurs hôtels que nous. Nous avons eu beaucoup d'irrégularités dans les élections cette année-là. Et je dirais des situations tragicomiques. Tout le monde savait que les élections étaient truquées. Ils ont même publié les résultats sur une application numérique la veille des élections. Les journalistes l'ont trouvé et l'ont partagé avec tout le monde. L'application a été immédiatement supprimée. Et le lendemain, le soir des élections, Ilham Aliyev a reçu entre 80 et 90% des voix dans le pays. From the very start, we are receiving reports about irregularities, and actually there are proofs. There are videos showing multiple voting, and there are ballot stuffing videos from the fields. So it's clear that the organized effort for falsifying the results is going on a full scale. L'élection s'est révélée être sérieusement défaillante. En tout, nous avons documenté 37 cas de bourrage d'urnes, ce qui est aussi fréquent que de surprendre un pickpocket, la main dans votre poche. Les observateurs ont dit que les élections avaient été très bien organisées. Eduard Lindner a déclaré « Le processus électoral a été très bien organisé et répond aux mêmes standards qu'en Allemagne. » Mənə böyük etimad göstərmiş, yenidən prezident vəzifəsinə seçmiş doğma xalqıma minnətdaram. Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da doğma xalqıma ləyaqətlə xidmət edəcəyəm. Quand nous avons appelé Eduard Lindner pour lui demander pourquoi il avait reçu cet argent à travers des sociétés écrans, il a répondu « Je ne suis pas au courant, je ne sais pas à qui sont ces sociétés écrans. Je sais que cet argent vient d'un partenaire en Azerbaïdjan. » Il s'agit en fait d'une ONG fondée par Elkan Suleymanov, l'homme qui orchestrait cette opération d'afflux d'argent de l'Azerbaïdjan en Europe. Donc en Allemagne, Eduard Lindner était l'homme qui aidait Suleymanov et les Azerbaïdjanais à envoyer de l'argent où ils le voulaient. En travaillant sur toute l'opération du Landromat azerbaïdjanais, nous avons trouvé un autre nom, celui d'une parlementaire allemande toujours en activité. Il s'agit de Karin Strenz. Elle appartient au parti d'Angela Merkel et elle a également reçu de l'argent de l'Azerbaïdjan.
On s'est dit, c'est intéressant, car elle est aussi allée certifier des élections en tant qu'observateur. Et elle était également membre du Conseil de l'Europe. Edward Lindner lui a donné 20 000 euros. Cela ressemble à un pot de vin, cela a l'odeur du pot de vin, mais nous ne savons pas ce que c'est. Et quand on a interrogé Karin Stenz à ce sujet, elle n'a pas voulu répondre. Très récemment, des procureurs allemands ont mené une perquisition dans les bureaux de Karin Stenz et de Edward Lindner. Désormais, selon eux, ce n'est plus seulement 800 000 euros que ce dernier a reçu de l'Azerbaïdjan, mais 4 millions d'euros sur une certaine période. Monsieur Lindner et sa société semblent être une sorte de hub pour le régime d'Azerbaïdjan, afin de répandre son argent à qui il le voulait. Il a transmis de l'argent à des politiciens belges et a financé leur voyage en Azerbaïdjan au moment des élections. La Belgique est un cas intéressant. Alain de Stex était un sénateur belge. Il a observé les élections en Azerbaïdjan dans l'un de ses groupes payés par Lindner, avant de rejoindre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et par la suite, il est devenu rapporteur sur la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Si c'est ainsi que marchent nos institutions, nous n'en avons pas besoin. Maintenant, nous avons la preuve que ce ne sont pas seulement les intérêts géopolitiques qui expliquent le silence de l'Occident. C'est surtout l'argent. Si le régime peut dire à de courageux journalistes, aux activistes, à l'opposition politique, vous êtes seuls. Nous pouvons acheter qui nous voulons. Nous pouvons faire dire à quiconque ce que nous voulons. Nous pouvons faire dire au Conseil de l'Europe qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Nous pouvons faire venir des gens en Azerbaïdjan pour qu'ils déclarent que nos élections, totalement frauduleuses, sont libres et impartiales. Vous pouvez être un dissident, vous pouvez être courageux et révéler la vérité, mais personne ne vous écoute. Pas la France, pas le Conseil de l'Europe, pas les démocraties européennes, pas l'Union européenne. C'est une manière très efficace de garder le pouvoir. La politique européenne n'est pas belle à voir. Il n'y a pas de pot de vin si personne n'accepte de pot de vin. Et les politiciens européens étaient ravis. Ils étaient heureux de visiter l'Azerbaïdjan. Ils demandaient la même chose pour leur famille. Ils avaient toujours un traitement 5 étoiles, dans les meilleurs hôtels, avec des cadeaux, des bijoux, même des massages dans leur chambre. Tout était inclus. C'était un traitement royal. Il n'y a pas que le Conseil de l'Europe qui a été visé. Cette opération a aussi clairement visé le Parlement européen. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Les citoyens européens nous observent et attendent beaucoup de nous. Soyons à la hauteur de leurs attentes, sinon nous le paierons encore très cher. Rachida Dati a été ministre de la Justice en France. Et après cela, elle a été membre du Parlement européen pendant 10 ans.
Elle aussi a réalisé de fréquents voyages en Azerbaïdjan. Elle a déclaré au moins 3 voyages auprès du Parlement européen. Là, on est presque dans le 18e siècle, on dirait. Rachida Dati est une très bonne amie de la première dame d'Azerbaïdjan, Mehriban Alieva. Elle a facilité l'organisation de nombreux événements sur l'Azerbaïdjan en France. Voici un formulaire que les parlementaires doivent remplir pour signaler toute invitation à un événement. Rachida Dati y déclare qu'elle a été invitée en Azerbaïdjan par Elkan Suleymanov. Quelqu'un dont nous savons désormais qu'il est le principal orchestrateur de la campagne de corruption de l'Azerbaïdjan. Il est écrit qu'ils ont payé pour le billet en business class et pour 4 nuits au Marriott en Azerbaïdjan. Ils ont aussi payé les déplacements et les repas. Donc, si vous êtes invité par une personne dont nous savons grâce à la justice qu'elle a corrompu d'autres politiciens, on peut au moins se poser la question. Rachida Dati a-t-elle été la cible des mêmes techniques, des mêmes manœuvres qu'il a utilisées avec beaucoup d'autres politiciens à travers l'Europe? Les institutions démocratiques occidentales sont vulnérables à ce type d'influence. Bien sûr, nous devons défendre la liberté que nous avons, mais nous devons être conscients que certains essayent d'exploiter nos faiblesses. De l'argent est également allé aux États-Unis. C'était le même mode opératoire qu'en Europe. Les sommes étaient versées à des fondations qui payaient en retour des voyages en Azerbaïdjan à des politiciens. Si un petit pays comme l'Azerbaïdjan peut aller aussi loin, imaginez ce qu'un grand pays autocratique qui veut saper nos règles peut faire. Si on ne corrige pas cela rapidement, nous allons comprendre qu'une partie de nos institutions démocratiques sont à vendre et que ceux qui veulent les acheter ne sont pas des amis de la démocratie. Ils ont donné des cacahuètes aux gens, comme Luca Volonté et les autres. Ce que l'on voit est scandaleux. Quelques millions dans leur poche ont été capables de changer l'image d'une dictature. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais fait le lien entre cet argent et la souffrance en Azerbaïdjan. Ils n'ont même jamais pensé aux conséquences de leurs actes, achetés avec si peu d'argent. Ils ont détruit tellement de vies dans ce pays. Khadija m'a envoyé un message et elle m'a dit que sa mère avait un cancer et qu'elle devait aller à Ankara pour être soignée. Khadija n'avait pas le droit de quitter le pays. Je suis allée à Ankara pour voir sa mère pour la première fois. Je me souviens, elle m'a serré très fort dans ses bras. Et ensuite, elle m'a expliqué à quel point elle était en colère contre Khadija. Car Khadija ne voulait pas ralentir. Khadija avait toujours une histoire à raconter. Elle mettait tout en œuvre pour faire ressortir la vérité. Sa mère m'a vue comme une personne très proche d'elle. Et elle ne voulait pas me laisser partir. Elle a continué à prendre ma main pour que je ne parte pas. Je lui ai fait la promesse que je reviendrai un jour.
Mais je n'ai jamais eu la chance de revenir et de la voir à nouveau. Peu de temps après, elle est morte. Ma famille a beaucoup souffert de mon combat. Et maman a traversé des jours très difficiles. Les jours que nous aurions pu passer à profiter l'une de l'autre ont été consacrés à lutter. Et quand elle était en train de mourir dans un hôpital à Ankara, je n'ai pas pu être à ses côtés car on m'a interdit de quitter le pays. Our democracy is not for sale. We want freedom. Freedom for our nation. Freedom for our people. And freedom for all our political prisoners. And we address to all of you, not accept any bribes, because we believe. For this is big crime. When you sell our democracy for few $1,000s, as you make it in 2013, we don't have any chance. We have only chance to find justice here. We call for justice for Azerbaijani political prisoners. Stop cover diplomacy. Free all political prisoners. Free them all. Free them all. Liberté pour les prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Finalement, nous avons obtenu un second rapport sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Please come if you have time. Today, from 1 to 2 political prisoners in Azerbaijan. I know, but we also have Assange and I... Yeah, I know. Anyway, if you have a chance, please join us. Ce nouveau rapport est en préparation depuis 3 ans. Les membres de l'Assemblée parlementaire doivent voter pour ou contre ce rapport. I wish you 1 o'clock. Yes, thank you. Ciao. This side event about Azerbaijan. My name is Emin Husseinov. I'm chairman of the Institute for Reporters' Freedom and Safety. Today we have a guest from Azerbaijan, exile-based expert like I, Arif Mammadov, former ambassador of Azerbaijan in the Council of Europe. And we have a special guest today, Madame Sunna Oversdottir, rapporteur on problem with political prisoners. My duty is to say, to criticize the Council of Europe because this organization is very important for me. I have been working here and I want this organization to get rid of corruption. We don't have only this 100 political prisoners. We have people which stay in the country like hostages, like Khadija Ismailovi, and many other journalists which is exposing corruption, which is exposing kleptocracy in my country. And we address to Council of Europe, Parliamentary Assembly, support and adopt this report. Please don't repeat the same mistake which is you're doing in 2013. Thanks again. Pour moi, c'est un moment important. Ce rapport est une part importante de ma vie. Pour ce travail, nous avons tout sacrifié, nos amis, notre vie de famille. J'ai peur que le gouvernement prépare quelque chose pour demain. Tant que le rapport n'est pas adopté, je ne peux pas être optimiste. La route de ce rapport a été longue. Je ne suis pas totalement confiante. L'histoire peut se répéter.
Quand il s'agit de politique, on ne peut jamais savoir. On ne peut rien prendre pour acquis. Colleagues, the Assembly has been dealing with the issue of political prisoners in Azerbaijan for 20 years. Azerbaijan's membership of the Council of Europe is in crisis. No other country has left such serious problems unresolved for the entire duration of its membership. But it is no longer possible to deny it. And I believe that by adopting this resolution, we can help Azerbaijan to preserve its place in the Council of Europe. I urge you all to support it. Thank you. Ce n'est que le début. Tant que la liberté n'est pas instaurée en Azerbaïdjan, nous allons continuer. Mr. Volonté? We'd just like to ask you a question about the money you received from Azerbaijan. It's very important. It's a public interest, sir. You were a member of parliament in Italia. You were a member of the Council of Europe. Why did you accept this money, 2 million euros from Azerbaijan? Mr. Volonté, it's very important for the public. We want to give you the opportunity to answer. We're talking about European values. Mr. Volonté, can you ask your question, please? No. Il y a de l'espoir car il y a des femmes et des hommes. Je forme des groupes de journalistes et de militants anticorruption en espérant qu'un jour ils feront leurs propres investigations, que nous serons plus nombreux, pour qu'ils ne puissent plus nous réduire au silence. Parce que faire taire un journaliste sera une perte de temps, parce que nous serons trop nombreux.